Salam, salam les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc on vous salue tout le monde, ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp, en particulier les élèves de TS2. Voilà, donc on revient avec vous sur toujours sur les mêmes séquences par rapport aux alcools. La fois passée, on avait parlé des généralités et de l'oxydoréduction. Donc, aujourd'hui, on termine la leçon avec la déshydratation et l'estérification. Donc, à la clé, tamit, il y a un exo d'application. Comme ça, vous allez comprendre un peu ce qui s'est dit, ce qu'on s'est dit. Donc, voilà. Donc, parce que tamit, ça ne sert à rien, voilà. Donc, d'accumuler les leçons sans les comprendre, n'est-ce pas? Alors, donc, on passe à la déshydratation. Donc, quand on dit déshydratation, c'est quand on enlève de l'eau, n'est-ce pas? Il faut savoir qu'avec les alcools, il y a deux types de déshydratation. La première, donc, c'est la déshydratation intramoléculaire, donc, qui se fait à l'intérieur d'une même molécule. Donc, on prend une molécule d'alcool, on enlève de l'eau à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? On dit que c'est une réaction qui se fait à très forte température, comme vous le voyez, donc 180 degrés. Et on utilise aussi un catalyseur, évidemment, qui est l'acide sulfurique, ou bien on peut utiliser aussi Al2, Cl3. Donc, en tout cas, on utilise les acides de Lewis. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En le faisant, on obtient donc un alcène et de l'eau. Bien, donc ça, c'est la réaction. Donc, si on voit bien, un alcool qui a été déshydraté, donc, donne toujours un alcène et de l'eau. Voilà, donc l'eau, c'est ce qui a été, voilà. Maintenant, on dit, généralement, la double liaison se forme sur le carbone et en moins d'hydrogène. Donc là, c'est la règle de Zaïtsev. Donc, règle de Zaïtsev, même avec règle de Markov-Nikov. Voilà, ce sont des inverses. Markov-Nikov, il te dit que le carbone se fixe sur l'hydrogène se fixe sur le carbone le plus hydrogéné, alors que comment ça s'appelle, Zaïtsev, il dit que avec la déshydratation, donc on se fait plutôt l'hydrogène se forme sur le carbone et en moins d'hydrogène. On va prendre un exemple, vous allez comprendre. Donc si on prend cet exemple qui est le butane 2-ol, maintenant qu'est-ce qui se passe? On vous dit que si on fait la déshydratation du butane 2-ol, regardez, nous avons deux possibilités. Le OH se trouve là, on est d'accord. Donc, il peut se former une double liaison ici, donc avec le CH3. Donc, vous voyez, donc on dit que c'est l'alcène minoritaire. Tandis que si on regarde bien entre ces deux carbones, c'est celui-là qui est le moins hydrogéné. Donc, c'est celui-là qui est le plus susceptible donc de recevoir la double liaison. C'est lui qui est le majoritaire d'après la règle de Zaïtsev. Si on applique la règle de Markov-Nikov, c'est-à-dire quand on fait l'hydratation de cet alcène, ce qui va se passer, on dit que le groupe OH a tendance à se fixer sur le carbone le moins hydrogéné. Donc, l'hydrogène se fixe sur le carbone le plus substitué. Donc, il sera là. C'est bon, donc le monde, c'est voilà, donc c'est des choses de première. J'espère que c'est compris. Après, on passe à la deuxième sorte de déshydratation. La déshydratation intermoléculaire, c'est-à-dire quand on utilise plusieurs molécules, donc en général deux. On peut utiliser plusieurs, mais bon, en général, on dit une déshydratation intermoléculaire avec deux molécules identiques ou bien différentes. On peut avoir deux molécules d'alcool identiques ou bien deux molécules d'alcool qui ne sont pas identiques et on pourra faire toujours la déshydratation et elle se fait avec une forte température aussi, mais le résultat n'est pas le même. Ici, on obtient un hétéroxyde et aussi de l'eau. Voilà, donc selon cette réaction, donc 2ROH, donc comme vous le voyez, si on enlève une molécule d'eau, donc les deux groupes alkyles vont se fixer autour de choses, comment ça s'appelle, de l'oxygène. Et donc on obtient ce qu'on appelle un hétéroxyde. Donc vous avez appris ça l'année passée avec les composés organiques oxygénés. On dit maintenant si les molécules d'alcool sont différentes, on peut obtenir des isomères. On obtient trois hétéroxydes. Donc ROR', ROR et R'OR'. Donc c'est ça quand même. C'est pourquoi quand même on dit que la nature est très bizarre, mais bon, c'est très organisé aussi parce que c'est normal d'avoir un mélange. Voilà, donc les réactions ne se passent pas toujours comme on le croit. Bien, donc si on prend un alcool, donc on a pris le même alcool, le butane 2-ol. Si on utilise deux molécules, donc comme vous le voyez ici, on obtient donc un hétéroxyde avec CH2, CH3, CH2O, CH2, CH3, plus donc de l'eau.
Voilà donc pour la déshydratation, on va passer à l'estérification. Donc, et ça, c'est une réaction très importante à comprendre, les gars, parce que toujours, ça vient toujours l'estérification. Après, ça va venir dans les autres leçons, en particulier cinétique chimique. Donc, day ñëw lu bëri parce que c'est une réaction qui est très intéressante à étudier. L'année passée, ils ont sorti ça au bac. Voilà, donc on dit toujours l'estérification, c'est la mélange, plutôt le mélange entre un alcool et de l'acide carboxylique. Ça donne de l'ester et de l'eau. Et c'est une réaction qui est réversible. Regardez. Donc, raison pour laquelle on utilise toujours les doubles flèches. Donc, les gars, disent une double flèche ici. Si vous écrivez la réaction, il faut toujours le mettre. Si vous ne le mettez pas, c'est une erreur dans l'exercice. Donc, si si on vous dit estérification, vous mettez juste une flèche, c'est une erreur. Il faut toujours mettre les deux flèches pour montrer que la réaction, elle est réversible. Donc, d'ailleurs, ça fait partie de ces caractéristiques. Donc, on vous demande les caractéristiques de la réaction. Donc, elle est réversible, elle est lente et aussi elle est athermique. Donc, elle ne produit pas de température. Voilà, donc, et aussi parfois on parle de pourcentage d'alcool estérifié. Du coup, pourcentage d'alcool estérifié, c'est le nombre de moles d'alcool qui a réagi sur le nombre de moles d'alcool initial fois 100. On peut aussi dire que c'est le nombre de moles ester formés sur le nombre de moles d'alcool initial fois 100. L'outre, parce que on sait que l'alcool et l'acide carboxylique vont réagir mol à mol, n'est-ce pas? Et ici aussi, ils vont réagir mol à mol. Donc, cette réaction, en la regardant comme ça, on sait qu'elle est équilibrée. Donc, du coup, le nombre de moles d'ester formé est égal au nombre de moles d'alcool qui a réagi. C'est aussi égal au nombre de moles d'acide qui a réagi. Donc, raison pour laquelle, avec les trois, on peut le calculer. Donc, à partir du nombre de moles d'alcool initial. Donc, si on sait le nombre de moles d'alcool qui a réagi, c'est transformé en ester. C'est le nombre de moles de choses, comment ça s'appelle, d'acide aussi, est égal aussi au nombre de moles d'ester qui s'est formé. En tout cas, on voit que ici N1 égale N2 égale N3, mais par rapport à ce qui a réagi. Donc, raison pour laquelle, pour trouver le pourcentage d'alcool estérifié, on peut partir du nombre de moles d'alcool qui a réagi, du nombre de moles d'ester qui s'est formé, ou bien du nombre de moles d'acide qui a réagi. Donc, voilà. Donc, les gars, on va prendre une application, comme vous le voyez. On dit un monoalcool saturé A a une densité de vapeur de D égale 3,03. L'oxydation mélangée de A par une solution de dichromate acidifié conduit à un composé B qui réagit avec la DNPH. On demande quelle peut être la fonction de B, on demande l'équation bilan de la réaction qui a eu lieu. Après, maintenant, on laisse réagir dans une étuve un mélange de 0,5 mol de l'alcool A et 2 mol d'acide éthanoïque. Au bout d'une journée, n'évoluant plus, la composition du mélange contient alors 1,6 mol d'acide éthanoïque. On demande la masse de l'ester formé ainsi que le taux d'alcool estérifié. Après, on dit, sachant que A est un alcool secondaire à chaîne ramifiée et dont la molécule possède un carbone asymétrique, on demande d'identifier l'alcool A. Donc, c'est un exercice classique. D'habitude, vous avez ce genre d'exo, mais peut-être en plus compliqué. Mais si vous savez résoudre ça, je crois que après, vous avez un exo, ça va pas être compliqué, quoi. Donc, et comme je vous le dis d'habitude, faites une pause, essayez, revenez voir la correction, c'est plus bénéfique, quoi. Alors, donc, on y va pour la correction. On dit un monoalcool saturé. Donc, avec cette information, il y a beaucoup de choses qu'on peut calculer déjà. Comme on connaît la densité, on peut avoir la masse molaire en multipliant par 29. Ça nous fait 88 grammes par mol. Du coup, comme on a la masse molaire, on peut avoir la formule brute avec l'alcool. Donc là, on trouve que en remplaçant, donc on sait que l'alcool c'est CnH2n plus 2OH. Donc, c'est 14N plus 18 égale 88. Du coup, N est égal à 5. Maintenant, ça nous permet d'obtenir la formule brute de notre alcool. Donc, les gars, formule brute et formule développée ou semi-développée, comme du ben. Et on ne sait pas encore quel est notre alcool. En tout cas, on peut avoir la formule brute, nous en attendant. Voilà, donc nous savons exactement quel est l'alcool en question. Donc, notre alcool, donc, c'est C5H11OH. Maintenant, on dit que le composé B réagit avec la DNPH. Donc, on sait que ça peut être soit un aldéhyde, soit une cétone. Donc, on ne sait pas encore. Boudon il est positif.
au réactif de chiffre, là on va dire que c'est de l'aldéhyde. Voilà, il est positif au nitrate d'argent, ainsi de suite. Voilà, s'il est négatif au réactif de chiffre, on va savoir que c'est une cétone. Mais pour l'instant, on nous a juste demandé qu'est-ce que B peut être. Donc on sait que c'est soit un aldéhyde, soit une cétone qui réagit avec la DNPH, parce que ils réagissent avec la DNPH. Donc c'est la suite de l'exercice qui va nous renseigner sur ce qui a été produit exactement. Donc maintenant on dit l'équation bilan d'oxydoréduction. Donc comme on est aldéhyde, comme on est cétone, l'oxydoréduction, on aura la même réaction. Donc on aura la même libération de 2 protons, hein, donc avec le dichromate. Donc comme on le connaît, il n'a pas changé. Cr2O7 plus 14 plus 14H plus 6 électrons, donc donne 2 dichromates plus 7 H2O. Les gars, si vous avez toujours des problèmes avec l'oxydoréduction de ça, je vous renvoie à la vidéo précédente sur les alcools. Donc on a expliqué là-bas comment on équilibre une équation d'oxydoréduction. Donc et c'est très détaillé, je crois que c'est très clair quoi. Donc maintenant on prend notre deuxième couple, c'est-à-dire l'alcool et l'aldéhyde, ou l'alcool et l'acétone, parce que cétone et aldéhyde, ils ont la même formule brute. Ce qui les différencie, c'est le nombre de carbone, c'est le N quoi. Aldéhyde, N est supérieur ou égal à 1, alors que cétone, N est supérieur ou égal à 3. Donc comme vous le voyez ici, C5H10O peut être un aldéhyde ou une cétone. Donc parce que nous CnH2NO. Donc si on fait le rapport, qu'est-ce que ça nous donne? Donc ça nous donne 3C5H11OH plus les dichromates. Donc et maintenant 14OH+, pourquoi? Parce que comme vous le savez, ici on a multiplié par 3 plutôt, du coup ça nous fait 6 électrons donc, et 6 protons qui passent au premier membre, donc 14 moins 6 est égal à 8. Et là donc on prend le second membre, donc 3C5H10O et donc 2 ions dichromates, 2Cr3 plus 7H2O, donc qui reviennent là. Voilà, maintenant après qu'est-ce qui se passe? On demande la masse d'ester formée et le taux d'alcool estérifié. Donc la masse d'ester formée, c'est pas très compliqué. En prenant notre équation bilan, donc comme je le dis, il faut toujours mettre les deux flèches. Donc voici l'équation bilan de l'estérification de notre alcool avec l'acide éthanoïque. Donc acide éthanoïque moins C2H4O2, c'est bon. Donc l'ester qui se forme, c'est C7H14O2 et plus donc H2O. C'est une réaction qui est déjà équilibrée comme vous le voyez. Maintenant le bilan molaire donne que le nombre de moles d'alcool qui a réagi égale nombre de moles d'alcool d'acide qui a réagi égale nombre de moles d'ester qui s'est formé. Bien, maintenant le nombre de moles d'alcool réagi, comme vous le voyez, on avait 2 moles d'alcool et 2 moles d'acide plutôt. Et maintenant, on se trouve à la fin de la réaction avec 1,6 mol d'acide qui reste. Donc, là veut dire que c'est 0,4 mol d'acide qui a réagi. Donc, et ce nombre de moles d'acide réagi correspond au nombre de moles d'ester qui s'est formé. Du coup, on sait que donc le nombre de moles d'ester, c'est la masse sur la masse molaire. Et donc, la masse d'ester va être donnée par nombre de moles multiplié par la masse molaire, n'est-ce pas? Alors, donc, et là, si on calcule le nombre de moles, ou bien si on calcule la masse, on trouve 52 grammes. Parce que la masse molaire, donc prenez votre machine, vous calculez donc la masse molaire de tout ça, vous allez trouver 130 et en multipliant avec 0,4, ça vous donne 52. Maintenant, pour avoir le taux d'alcool estérifié, ici, comme on nous a donné une chose, comment ça s'appelle? Le nombre de moles d'alcool qui a réagi, c'est le nombre de moles d'acide qui a réagi, donc c'est 0,4. On connaît le nombre de moles d'alcool initial, c'est 0,5. Donc on fait le rapport seulement. Donc nombre de moles d'acide qui a réagi sur le nombre de moles d'alcool initial multiplié par 100. Ça nous fait donc 0,4 multiplié par 0,5 divisé par 0,5 multiplié par 100. Et nous avons le taux d'estérification qui est égal à 80%. Alors maintenant pour la dernière question, donc on nous dit que A est un alcool secondaire à chaîne ramifiée dont la molécule possède un carbone asymétrique. Alors lui c'est très simple les gars, donc c'est un alcool voilà, donc on nous a dit que c'est un alcool secondaire, donc vous voyez que fait avec chose comment ça s'appelle, avec l'oxydoréduction, nous avons obtenu une cétone là-bas parce que oxydation d'un alcool primaire, moi lay jox aldéhyde,
l'oxydation d'un alcool secondaire te donne une cétone. Donc du coup, on sait que le composé qu'on avait tout à l'heure, c'était une cétone. Maintenant, on nous demande de l'alcool, d'identifier notre alcool A. Du coup, comme c'est un alcool secondaire, les gars, prenez votre feuille, mettez les FB, les FSD plutôt, vous allez voir que nous allons obtenir donc le même résultat. Donc c'est le 3-méthylbutane 2-ol, si vous le voyez ici. Donc le CH là est notre carbone qui est asymétrique parce que d'un côté il y a CH3, d'un autre il y a CH et d'un autre côté il y a OH. Donc voici le carbone qui est asymétrique et qui est le carbone fonctionnel qui est relié à deux carbones donc qui sont sur la chaîne principale. Voilà donc les gars, c'était tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que tamit voilà, donc vous avez aimé, liker, commenter, partager comme d'habitude. Nous sommes là pour faire la promo de la science. Ok, allez, nekk leen ci jàmm.